Dans cette conversation entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils discutent du rôle du rêve et des erreurs dans la vie de l'homme. BDM explique que le rêve existe parce que l'homme n'a pas encore suffisamment développé sa conscience intelligente. Pendant le sommeil, l'homme est affecté et conditionné par une couche d'énergie astrale issue de son inconscient, ce qui influence les décisions et actions qu'il prendra le lendemain. Le rêve peut être considéré comme une programmation de l'homme. Cependant, BDM pense qu'avec l'évolution de l'homme et de sa conscience, le rêve devrait disparaître pour lui permettre de construire un pont entre sa conscience diurne et sa conscience nocturne, afin de mener une activité consciente dans un monde spirituel, sans être conditionné par des forces astrales subjectives. En ce qui concerne la nécessité de corriger continuellement les erreurs, cela est dû au manque de contrôle de l'homme sur l'énergie de son esprit et à son manque de conscience pour éliminer les effets inconscients influencés pendant son sommeil. L'homme devrait viser à atteindre un équilibre de vie dans lequel il est capable de prendre des décisions permanentes et d'éliminer les influences subjectives afin de vivre une vie plus harmonieuse. Dans cette conversation, l'homme est présenté comme étant en constante expérimentation dans la programmation de sa conscience. Cependant, il est incapable de vivre avec une conscience créative qui lui permettrait de déterminer progressivement son orientation et d'atteindre un objectif qu'il connaît déjà. Il est comparé à une flèche qui doit atteindre sa cible sans avoir constamment besoin de corriger sa trajectoire. Pour parvenir à une telle conscience, l'homme doit se libérer complètement des habitudes et des conditionnements qui pèsent sur sa conscience diurne. Il doit remettre en question sa vision de la vie, tant au niveau personnel que social, et développer un mental individualisé, capable de résister aux influences extérieures. Il est souligné que les valeurs morales présentes dans les religions ont été mal comprises et utilisées par les hiérarchies de pouvoir pour maintenir une structure de contrôle au-dessus des masses. L'auteur affirme qu'il n'est pas amoral, mais qu'il vit sa vie de manière consciente et créative, sans entraver le code moral de la société. Cependant, il met en garde contre le danger de l'identification aveugle à la tradition, qui entraîne une perte de conscience volontaire et d'individualité. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent du processus de désidentification par rapport aux valeurs morales et aux traditions qui peuvent limiter l'individualité. Ils citent l'exemple de Nietzsche qui s'est dissocié de la chrétienté et de Freud qui s'est désidentifié du judaïsme pour pouvoir vivre de manière individuelle. Ils soulignent que ces grands penseurs ont souffert de leur combat interne contre les valeurs sociales et ont dû tuer le père symboliquement afin de retrouver leur propre liberté et de progresser. Ils affirment que cette lutte est nécessaire pour la naissance d'un nouveau pouvoir individuel, mais qu'elle est souvent réprimandée par les structures patriarcales. La conversation se termine sur l'idée que la nouvelle pensée supramentale, basée sur l'individualité, doit être reconnue et que chaque individu doit prendre le pouvoir, même s'il risque de perdre le respect de son père ou des autorités établies. Dans cette discussion, il est soulevé que l'évolution vers une conscience supérieure de l'humanité est entravée par le poids des traditions, des croyances religieuses, des philosophies et des pensées collectives qui sont héritées de la civilisation, représentées ici comme le père. Ces pensées sont si puissantes qu'elles empêchent l'individu d'être libre et de développer une conscience nouvelle. Il est comparé à un monde accumulant une conscience primitive et monolithique, ne possédant pas de lumière, et est qualifié de cadavre. Celui qui découvre ce monde doit se détacher de ses implications psychologiques, émotionnelles et mentales pour trouver d'autres individus qui partagent une conscience similaire. C'est ainsi que serait créée une nouvelle évolution, une nouvelle civilisation où les individus pourront exercer leur droit de vivre en dehors du cadre mort de la conscience historique de l'humanité. L'homme nouveau va s'initier lui-même et mettre fin à son initiation. Au début, l'homme est initié et il entre dans un corps programmé pour l'initiation. Mais au fil des années, il comprend les mécanismes internes de la psychologie humaine et met à mort la spiritualité héritée du passé. Ainsi, il s'éveille progressivement à une conscience individualisée et devient un homme libre. L'analogie de l'écluse utilisée par l'intervieweur est pertinente. En effet, l'initiation correspond à la souffrance que l'on peut traverser dans une écluse jusqu'à ce que l'on atteigne un certain niveau de conscience. Cependant, grâce à une instruction moderne, l'homme pourra se libérer plus rapidement de cette souffrance. Des personnes qui ont déjà vécu cette souffrance expliqueront aux autres comment vivre et arrêter l'initiation. Les péniches chargées de matériaux symbolisent notre chargement en tant qu'individu. Nous sommes chargés de notre passé, de la conscience collective de l'humanité, de nos rêves et ambitions basés sur l'insécurité de notre ego, de nos désirs de devenir ce que nous voulons être.
Nous sommes chargés de tout, sauf de l'esprit. Il nous faudra donc mettre de côté tout cela et laisser aller un certain poids. Dans cette conversation, le locuteur discute de la relation entre l'esprit et le feu. Il explique que le feu représente l'abolition du pouvoir rotationnel des éléments et la capacité de réorganisation de la matière. Le feu est donc considéré comme de l'esprit. Il précise également que le feu est électrique, tant dans le monde matériel que dans l'être humain. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'électricité dans le corps, des maladies peuvent survenir car le feu est responsable de la vitalité de la matière et de son organisation. En ce qui concerne le soleil noir, il est décrit comme une dimension psychique de la matière où l'homme libre existe. C'est un monde qui offre une expression au-delà des lois de la gravité et qui permet à l'homme de passer d'une dimension à une autre. Le soleil noir représente le refuge de l'homme nouveau, une dimension parallèle où la lumière matérielle n'existe pas. Dans ce monde, la spiritualité et la mentalité sont différentes de celles que nous connaissons, avec une harmonie parfaite et permanente. Il n'y a pas de place pour la désintégration des relations spirituelles, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour la régression d'une civilisation. Dans un monde où l'évolution de toutes les formes d'activité est permanente, la progression est rapide et le mouvement est exponentiel. Cependant, le contact avec des intelligences extraterrestres pose problème en raison de la coordination dans le temps. Les humains ne sont pas prêts collectivement à accepter ce phénomène et ceux qui ont eu des expériences avec ces intelligences sont souvent contraints de garder le silence pour éviter de perturber leur milieu social. Au niveau individuel, certains sont prêts à admettre l'existence des extraterrestres, mais sur le plan politique, social, religieux et spirituel, personne n'oserait établir une réalité en dehors de nos références sans preuve. Cependant, avec le temps, l'humanité vivra ce contact, mais seulement après avoir traversé des expériences douloureuses qui remettront en question nos systèmes établis. À ce moment-là, les intelligences extraterrestres interviendront pour corriger la situation mondiale, mais les détails de leurs manifestations et des conditions restent voilés pour le moment, car ils font partie d'un savoir ésotérique et confidentiel. Les initiés ne peuvent pas en parler, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. Le phénomène extraterrestre est difficile à aborder car nous manquons de perspective et d'intelligence. L'homme a encore des tendances primitives qui le poussent à rechercher l'amitié des dieux. Cependant, dans l'avenir, les intelligences extraterrestres viendront vers nous de manière différente et il y aura une intégration entre leur science et la nôtre. Ce processus prendra du temps car l'évolution d'une civilisation est longue. Certains comprendront et seront élevés en conscience, tandis que d'autres seront terrifiés et pourraient perdre la tête. La télévision et les médias amplifient la réalité et lorsque ce phénomène se produira, ceux qui manquent de compréhension devront faire face à la réalité. Dans cet extrait, il est souligné que pour accéder à une nouvelle science et à une conscience supérieure, il est nécessaire de corriger les excès de nos vies actuelles. Il est rappelé que le développement d'une psychologie supramentale est le plus grand travail actuel dans le monde, plutôt que le progrès scientifique. Cette psychologie supramentale permettrait à l'homme de développer une science créative de l'esprit supérieur et d'intégrer sa propre énergie. Cependant, cette science ne sera pas intégrée par la collectivité, mais par un petit nombre d'individus conscients. Il est également mentionné que pour accéder à l'âge d'or, il faut d'abord passer par l'âge de fer, c'est-à-dire par les pires conditions de l'esprit coincé dans la matière. Dans cette interview, Bertrand de Montréal discute du concept de régénération à travers les âges. Il explique que l'âge de fer représente une diminution de la lumière et un changement de principe de vie, mais il souligne également qu'il y a toujours des individus prêts à recevoir et vivre ce nouveau principe de vie. Ces individus sont les grands hommes qui créent les prochaines civilisations. Il note que les petits hommes, qui sont ceux actuellement au pouvoir, ne peuvent pas empêcher l'émergence des grands hommes, car ces derniers ont la capacité de se cacher. Ainsi, une nouvelle civilisation et une nouvelle évolution se poursuivent inévitablement. Il fait remarquer que la nature s'intègre parfaitement dans les lois de l'énergie, car elle n'a pas d'ego pour interférer. En revanche, l'homme, avec son ego, commence à interférer avec la nature. Cependant, l'homme conscient, celui qui a intégré son ego à son esprit, a pas avec la nature. Cela conduira à une grande science, une grande évolution et une grande civilisation. Lorsqu'il s'agit des inventions humaines, Bertrand de Montréal fait remarquer qu'elles sont souvent inspirées de la nature car l'homme doit passer par la mécanicité de la nature pour développer des systèmes en accord avec sa sensorialité. S'il avait le pouvoir de l'esprit, il créerait une nouvelle nature. Il donne l'exemple de la robotisation,
expliquant que les robots créés par l'homme ne sont pas comparables à ceux créés par des intelligences créatives, car ils sont simplement des reflets du mental humain. Il affirme également qu'il y a des hommes sur Terre actuellement qui ne sont pas humains, mais des robots créés par ces civilisations pour influencer le monde humain. Bertrand de Montréal conclut en disant que lorsque sera levé le sceau du secret de l'intemporel sur le temporel, ces hommes robotiques prendront une position créative ou de force pour imprimer une nouvelle évolution à la civilisation. Il affirme que si l'esprit est capable de créer la nature, il est également capable de créer lorsqu'intégré à l'homme. Dans cette synthèse, Bernard de Montréal parle de la fusion entre l'homme et des êtres venant d'autres planètes pour créer une nouvelle génération d'êtres intelligents. Ces êtres sont similaires à des robots sophistiqués, mais possèdent une intelligence primitive et équilibrée dans les éthers où ils vivent. Contrairement à l'homme, ils n'ont pas d'émotion. Il explique que la chair humaine a une fonction animale dans notre monde, permettant à l'homme de transcender ou de tomber malade selon le déséquilibre bactériel. Cependant, dans les mondes dont il parle, la bactérie n'existe pas et la chair a une autre fonction. Il souligne que le bactériel représente une impossibilité pour un monde de devenir égoïste. Il mentionne également que les lois de la vie ne sont pas les mêmes dans d'autres mondes et que l'homme devient alors maître des lois de la relation, capable d'équilibrer les mondes, de partager les tâches et d'établir des gouvernements. En résumé, Bernard de Montréal aborde la fusion entre l'homme et des êtres venant d'autres planètes, l'absence d'émotion chez ces êtres, la fonction de la chair humaine et la capacité de l'homme à devenir maître des lois de la relation dans d'autres mondes.